Enfant, nous nous racontions cette histoire. On se faisait peur en imaginant que ça puisse être vrai. L'histoire de la créature. Alors que je devais avoir 10 ou 11 ans, quand on se retrouvait seul, on parlait souvent de la friche qui se trouvait un peu après la sortie du village. C'était une vieille scierie qui avait pris feu. On n'avait jamais réellement su ce qui était arrivé. La version officielle était qu'en plein milieu de la nuit, il y avait eu un problème dans le tableau électrique qui avait déclenché l'incendie. Comme c'était en pleine nuit, personne n'était là pour réagir et le bâtiment a complètement brûlé. Mais évidemment, avec mes amis, nous parlions d'une autre raison. La raison qui, pour nous, paraissait la plus logique. La scierie était à l'entrée de la forêt. Une très vieille forêt aux chemins sinueux, aux grands arbres tordus, aux ombres s'étendant en longs doigts effrayants sur le village. Notre explication était un peu moins rationnelle. Nous pensions qu'un monstre se cachait dans cette forêt, que cette chose vivait proche de la scierie. Pour nous, un soir, quelqu'un l'enferma dans le bâtiment et y mit le feu, pour protéger notre village. Cette idée paraît ridicule, des fantasmes d'enfants, je le sais bien. Mais il y avait quelque chose que nous, enfants, avions remarqué. Plusieurs de nos camarades de classe tombaient malades avant cet incendie. Quand nous passions à proximité de leur maison sur le chemin de l'école, une odeur étrange flottait dans l'air, et une sorte de brume obscure flottait à la lisière des bois. Cela dura pendant de nombreuses semaines avant que, finalement, le feu prenne la scierie. Après cela, nos camarades n'étaient plus malades. Les brumes et les odeurs disparurent. L'explication de l'accident suffit à convaincre nos parents, mais nous étions certains que ce n'était pas que ça. C'était trop simple, trop banal. Il y avait forcément quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Mais nous avions notre vie, nous avions des contrôles pour lesquels nous devions réviser, et surtout, nous avions cette peur que le feu n'ait pas totalement détruit ce danger. Après quelque temps, je quittais le village, j'allais vivre à la ville. Je découvrais le monde sous de nouveaux horizons, j'étudiais la médecine, puis je rencontrais une étudiante qui deviendra ma compagne. Nous réussissons nos examens, nos concours, elle devient chercheuse, je deviens médecin, et notre vie est parfaite. Jusqu'à ce que je fasse ce rêve. Cette nuit-là, Margaret me secoue pour me réveiller. J'étais couvert de sueur. Je répétais quelque chose en boucle. J'avais l'air terrifié. Je rêvais de mon village. Chez moi. Les gens étaient malades. Les gens avaient besoin d'aide. Je sais que cela paraît étrange, surtout pour un homme de science, mais j'avais cette sensation en moi. Quelque chose n'allait pas. Je prenais mes affaires et je montais dans ma voiture. Margaret voulut me suivre, mais je lui disais de rester à la maison. Je lui disais que ce n'était qu'une lubie, que je devais sortir de ma tête, et, dans le fond, j'espérais que ce n'était que cela, mais je savais que c'était plus que cela. Je prenais la route, une boule étrange et douloureuse dans l'estomac. Après plusieurs heures de route, j'arrivais dans mon village. Une brume épaisse m'empêchait de reconnaître les lieux. Je m'arrêtais devant ma vieille maison et je descendais de voiture. Une odeur horrible me fit me couvrir le nez. Je remarquai une chose alors. Il n'y avait personne dans les rues. Logique à cette heure-ci. J'avançais lentement sur le chemin de l'école, sur lequel, loin, au bout de la rue, on pouvait deviner la forme de la scierie. Je m'avançai vers le bâtiment, un long moment, et finalement, il était là. Retrouvant la silhouette décharnée du bâtiment qui avait hanté mes songes, un goût de bile envahit ma bouche. Quelque chose d'étrange flottait dans l'air. L'obscurité me perturbait. C'est alors que je compris. L'obscurité était due à la brume. Je regardai ma montre. Nous étions en plein après-midi. Les brumes étaient revenues. Je sentis mon cœur s'emballer alors que je reprenais ma marche vers la scierie.
Le cadavre éventré du bâtiment devenait de plus en plus concret, mais à la fois de plus en plus immatériel. Des vapeurs obscures semblaient émaner de ces murs morts. Puis je vis des sortes d'excroissances noirâtres se répandant depuis le cœur du bâtiment. L'horreur devant mes yeux ne fit qu'empirer quand, en arrivant devant la porte, je vis, pris dans des sortes de prisons faites par ces excroissances, des gens écrasés contre les murs, semblant être lentement digérés par cette chose. Je retenais un hurlement avant de me précipiter vers ma voiture pour m'enfuir, quand je sentis quelque chose s'enrouler autour de ma cheville et me tirer brusquement au cœur de l'horreur. Il vivait dans cette maison isolée depuis des années. Il y avait un peu de forêt autour, il y avait une colline derrière laquelle se levait le soleil chaque matin, découpant la grande silhouette du seul arbre se trouvant dessus. Un arbre mort depuis des années, mais qui gardait sa stature élégante. Et lui profitait de sa vie, là. Il s'installait dans son fauteuil face à la fenêtre. Il prenait un livre et le lisait en profitant de la chaleureuse lumière du soleil. C'était son rituel depuis qu'il était à la retraite. Chaque jour. Il était seul, tranquille dans sa demeure. Il avait de temps en temps des appels de son ancienne entreprise pour avoir des conseils qu'il distribuait contre un chèque et qui se résumaient souvent par « virez-le ». Son temps était plus important que ces petites choses. Il buvait son thé le matin en lisant au soleil. L'après-midi, il buvait un café en lisant au soleil. Le soir, il buvait un verre de vin en observant l'ombre de sa maison s'étendre sur l'herbe. Un matin froid et étrangement calme, il s'installa dans son fauteuil pour observer le soleil se lever. Il observait l'arbre se découpant devant le soleil quand, soudainement, il remarqua quelque chose qui pendait. Il se leva en grommelant. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Se demandait-il. Il s'approcha de la fenêtre et découvrit qu'un corps pendait à une branche. Il décida d'aller voir de lui-même avant de prévenir les autorités. Il n'en revenait pas. Quelqu'un était venu se foutre en l'air sur son terrain. Il enfila ses bottes, mit son veston, sa casquette, et sortit de la maison. Il gravit la colline, et, arrivant au pied de l'arbre, il ne vit personne. Les branches s'inclinaient légèrement sous le vent, et il grommela en rentrant chez lui, énervé de s'être déplacé pour rien. Son temps était plus important que ces choses-là. Il lisait pour le reste de la journée, puis allait se coucher. Le lendemain matin, en s'installant dans son canapé, encore une fois, quelque chose pendait à une branche de l'arbre. Une autre branche. Il se leva, s'habilla et sortit. Encore une fois, en arrivant au pied de l'arbre, il n'y avait rien. Il rentra chez lui en grommelant. 3 jours d'affilée encore, il eut le même événement. À chaque fois, il n'y avait personne. Il décida de se rendre dans le village à côté, hurlant à s'en casser la voix. Il menaçait les petits plaisantins qu'il avait un fusil, et que s'il les attrapait à faire leurs blagues une seule fois, ce serait la dernière chose qu'il ferait. Puis, il leur hurla de trouver un travail. Il rentra précipitamment chez lui. Il claqua à la porte si fort qu'un cadre photo se décrocha du mur et se brisa. Il le ramassa. C'était une photo de lui et ses enfants. Il jeta le cadre à la poubelle. Ces bons à rien n'avaient jamais été capables d'atteindre ses attentes. Ils avaient suivi leur mère, il dilapidaient sa fortune dans des bonnes œuvres pour avoir une bonne conscience. Qui a besoin d'une bonne conscience quand on a un bon livre, un bon fauteuil et du vin ? Il se laissa tomber dans son fauteuil et but. Il finit par s'endormir dans ce fauteuil. Le soleil éclaira son visage, et il ouvrit les yeux difficilement. La bouche pâteuse. Un mal de tête à en devenir fou. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Là, accrochés aux branches de l'arbre, 5 corps pendaient dans le vide. Il sortit, titubant, la veste mal fermée.
Il fixait l'arbre en avançant. Les corps étaient toujours là. Il s'approchait encore. Les corps, eux, restaient accrochés. Puis il arriva au pied de l'arbre. Les corps se balançaient lentement dans le vent. Il plaça la main sur sa bouche puis se mit à vomir. Son regard passait d'un visage à l'autre. Jean, Ludovic, Charles, Éléanore, Catherine. Sous les branches de l'arbre pendait sa femme, ses enfants. Ces personnes qu'il avait abandonnées, qu'il avait détestées. Le soleil se levait lentement derrière l'arbre, alors que le vieil homme rejoignait sa maison. Le regard vide de sa famille semblait braqué sur la demeure isolée. Une détonation résonna. L'un après l'autre, les corps se mirent à sourire. La nuit tombait alors qu'il arrivait devant la maison de ses amis. Il avait une très longue route à faire et ses amis avaient une vieille maison de famille à peu près au milieu de cette route. Cela lui permettait de faire une pause pour la nuit et pouvoir repartir en pleine forme pour le reste de la route sans avoir à dépenser trop d'argent. Il coupa le moteur et sortit de sa voiture. La petite barrière en ferraille couverte de quelques traces de rouille grinça quand il la poussa pour entrer dans le jardin. La petite allée en cailloux était entourée de petits buissons qui devaient apporter une touche très élégante il y a quelques années encore, mais visiblement, le temps avait eu raison d'eux et maintenant, leurs branches nues tendues vers le ciel comme des pénitents apportaient une touche macabre à ce décor nocturne. La lune illuminait le chemin et le pas de la porte. La vieille porte grinça comme une âme en peine, tandis que le jeune homme pénétrait dans un hall d'entrée poussiéreux, au mur à la peinture fatiguée, au sol terni par des années de crasse. Les meubles de bois brut apportaient une légère touche de couleur dans ce qui apparaissait dans l'obscurité. Jules appuya sur l'interrupteur et la lumière éclaira le hall. Un grand lustre illuminait la salle, dévoilant des toiles d'araignées, des cadavres d'insectes et des tableaux. Des tableaux étranges, remplis de silhouettes, de sortes de fantômes, et, dans l'escalier, un tableau représentait une sorte de créature couverte de poils. Jules observa autour de lui. Il ne pensait pas que cette maison familiale serait un manoir, et encore moins que l'ambiance serait aussi inquiétante. Il ne savait pas s'il arriverait à dormir dans un endroit comme celui-ci. Il explora la demeure. Sur sa droite, il y avait une sorte de salon, mais en appuyant sur l'interrupteur, la lumière ne s'alluma pas. Il décida qu'il n'allait pas mettre les pieds dans une salle sans lumière. Il poursuivit alors, tant bien que mal, au travers des salles poussiéreuses, son exploration du manoir. Il n'en revenait toujours pas que ses amis avaient pu laisser une maison de ce genre à l'abandon. Même si elle était, de toute évidence, effrayante dans cet état, il suffisait d'avoir un tout petit peu d'imagination pour comprendre qu'avec ses belles grandes fenêtres, ses moulures au plafond, mais également au-dessus de chaque porte, les magnifiques tableaux, bien qu'étranges, mais peints par des artistes de talent, les meubles dans un matériau pur et noble, ce manoir avait tout pour être une demeure magnifique et agréable. Mais elle était laissée à mourir ainsi, seule. Jules finissait son tour par les chambres. Sur la gauche de l'escalier se trouvait une chambre qui semblait en état suffisamment acceptable pour y dormir. Il installa son sac de couchage sur le lit et se prépara à se reposer avant de reprendre la route le lendemain. Il éteignit les lumières et s'installa dans son sac. Il était tellement fatigué que le sommeil le trouva rapidement, mais ce sommeil n'était pas reposant. Il était hanté par une vision, celle de la peinture dans l'escalier. Il voyait cette créature errant dans les couloirs du manoir, comme cherchant une nouvelle proie. Il voyait parfaitement la bête, ses poils bruns, sa musculature. Elle se déplaçait sur ses pattes arrière, mais elle était massive, se pendant en avant comme si elle était prête à bondir et dévorer la première chose vivante qu'elle rencontrerait. Dans son regard brillait une lueur jaunâtre,
Sa gueule était pleine de crocs couverts d'une bave gluante, tombant en énormes gouttes sur le sol. L'intérieur de son corps était plus clair, un poil plus doux et semblant recouvrir plus en épaisseur, là où se trouvaient probablement ses organes vitaux. Sa musculature y était moins visible. Il s'agitait dans son sac de couchage, transpirant, sa respiration s'accélérant de plus en plus, jusqu'au moment où il ouvrit les yeux. Il se redressa, essayant de retrouver son souffle. Autour de lui, l'obscurité était complète. Il n'avait aucune idée de l'heure qu'il était. Il attrapa son téléphone qui était à côté de lui et le déverrouilla. Il était 2h41 du matin. Il était encore épuisé, dégoulinant de sueur, mais surtout inquiet. Jules décida de faire un tour dans la maison. Il avait besoin de se libérer l'esprit. Il se leva, sortit du lit et quitta sa chambre. Il alluma la lampe dans le couloir et des frissons montèrent le long de son dos. Il grimpait ses bras, et il fut même surpris de sentir les poils de sa barbe se dresser. Il observa autour de lui, mais ne remarqua rien en particulier. Il observa le couloir un instant, puis descendit l'escalier, faisant attention à où il marchait. Arrivé au rez-de-chaussée, il entendit quelque chose bouger à l'étage. Il se retourna, observant l'étage depuis le bas de l'escalier, mais il ne remarquait rien en particulier. Il attendait, tendant l'oreille. C'est alors que, tandis que son regard se perdait un peu dans le vague, il se posa sur le tableau. Il crut perdre l'équilibre et se rattrapa soudainement à la rambarde. Le tableau était là où il était quand il était arrivé. Il y avait toujours le décor de forêt. Mais où était la bête? Un grognement sembla provenir de l'étage. Jules sentit son cœur battre comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Il n'osait pas bouger, mais il ne pouvait rester dans la maison. Lentement, il se tourna vers la porte d'entrée. La clé était toujours dans la porte, mais elle était accrochée à plusieurs autres clés, et la porte faisait beaucoup de bruit. Il allait devoir être le plus discret possible. Il s'avança lentement vers la porte, faisant le moins de bruit possible. Il attrapa la clé. De l'autre main, il bloquait toutes les autres clés pour les empêcher de tinter. Il tourna lentement la clé dans le verrou. Un léger clic résonna. Il attendit un peu, mais n'entendit rien. Puis il baissa lentement la poignée de porte. Il la tira vers lui en essayant toujours d'être le plus silencieux possible. Finalement, la liberté était devant lui. C'est alors qu'un filet de bave lui tomba sur le bras. Il leva la tête et sentit quelque chose le percuter sur le côté du visage. Il rouvrit les yeux par terre. Le sol autour de lui était couvert de sang. Il ne sentait plus une partie de son visage. Il essayait de toucher son visage, mais une douleur affreuse le fit hurler. Il tourna la tête et vit la bête se laissant tomber du plafond. Sa patte était couverte de sang. C'est alors que Jeff remarqua quelque chose. Il voyait son nez. Son nez était dans son champ de vision. Il regarda le sol et vit, dans la mare de sang l'entourant, son œil droit, arraché sur le coup de patte. Son corps comprenait ce qui lui arrivait, et il eut l'impression que son visage brûlait soudainement. La douleur était atroce, et il hurlait de toutes ses forces. La bête se jeta alors sur lui, ses crocs se refermant, à une vitesse effrayante, sur sa gorge. Il entrait dans sa nouvelle maison avec son dernier carton dans les bras. Du pied droit, il poussa le carton par terre, servant à maintenir la porte ouverte. Cachemire, son chat, en profita pour se glisser entre ses jambes en ronronnant, avant de partir explorer le rez-de-chaussée. Il déposa le carton sur la table à manger, une vieille table à manger de ferme, comme beaucoup des meubles dans la maison. C'était une des raisons qu'il avait décidé à prendre cette maison. Ça et le fait qu'elle ne coûtait pas cher. Sauf si on prenait en compte les différents travaux à faire, mais il avait appris à bricoler avec son père dans leur maison et il avait hâte de s'occuper d'une grande partie des travaux tout seul. Sans personne pour lui apporter de contraintes. Il avait envie de vivre la vie à son rythme, celui qui lui allait.
Il brancha sa chaîne hi-fi et mit son album de Till Tuesday, se déhanchant tranquillement en rangeant quelques affaires dans son salon avant d'aller s'occuper de sa chambre. Il prenait un grand plaisir à organiser sa collection de CD, puis ranger ses films. Cela lui prit du temps, mais en se laissant tomber dans son canapé, il observait sa collection avec un sourire de satisfaction. Il se prépara à se relever pour aller ranger sa chambre, mais Cachemire s'installa sur ses jambes. Il le regarda un instant, puis décida de rester un peu plus longtemps à papouiller son compagnon félin. 3 jours plus tard, après avoir fini de ranger la plupart de ses cartons, il décida de stocker les cartons vides dans son grenier. Il rejoignit la petite porte dérobée menant à l'escalier étriqué. Arrivé en haut, sous les combles, un froid glacial lui mordit la peau. Il se sentit soudainement mal à l'aise. C'est alors qu'il entendit Cachemire en bas de l'escalier. Il semblait énervé. Il déposa ses cartons et alla voir son chat. Il était en bas des marches, le poil hérissé, le dos relevé, les griffes sorties. Il referma la porte derrière lui et son chat se calma. Il rigola en caressant son chat, lui disant que lui non plus n'aimait pas vraiment ce grenier. Il passait la plupart de son temps hors de ce lieu froid et faisait en sorte de ne pas trop avoir à s'y rendre. Il n'aimait pas s'en approcher. Mais à chaque fois, il vivait la même chose. Il faisait froid, il était mal à l'aise et son chat restait en bas de l'escalier. Un matin, en tondant sa pelouse, un voisin vint le voir. « C'est vous qui avez racheté la ferme du vieux Hugues ?»« En effet, je m'appelle Lucas. Vous êtes ?»« Bernard Billon. C'est moi qui ai récupéré ces vagues au pauvre vieux. »« Vous vous sentez bien dans cette ferme ?»« Oui, je sais. On m'a expliqué qu'il était mort dans la maison. Mais vous inquiétez pas, ça va. »« Il n'est pas juste mort. Le pauvre vieux, il devait complètement ma boule depuis qu'il avait plus son édite. Il s'est fichu en l'herbe. Pauvre père. » « Il s'est fichu en l'air ?»« Absolument. Il s'est pendu dans le grenier. Ah bah, je le sais bien, c'est ma femme qui l'a retrouvé. Elle en parle encore souvent. Elle lui a amené du pain frais tous les 2-3 jours, mais quand elle est allée le voir, il n'y avait personne. Donc elle a fouillé à la maison. Le vieux Hugues, il sortait pas beaucoup, donc c'était bizarre qu'il réponde pas, vous voyez. Bah, elle a retrouvé, accroché à la poutre, et il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Il était déjà tout raide. Oh, waouh, je suis vraiment désolé qu'elle ait eu à le découvrir comme ça. Bon, c'est la vie dans nos campagnes, tu sais. Tu t'y habitueras. Puis, si ma belle-mère continue de se me taper sur le carafon comme elle le fait, c'est peut-être toi qui vas devoir me décrocher. Et 95 ans, toujours là avec l'agressivité dans le hockey. Je suis obligé de cacher le fusil quand elle vient pour les saintes fêtes. Je préfère faire gaffe avec ce genre de bête. J'espère que j'aurai pas à faire ça quand même. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais retourner à ma tante. Les jours suivants, cette discussion resta dans l'esprit de Lucas. Quand il allait se coucher et qu'il passait devant la porte du grenier, ses poils se hérissaient. Il faisait des travaux d'isolation dans sa chambre quand il trouva un trou menant jusqu'au grenier. Il reboucha le trou et se rendit au grenier pour reboucher l'autre extrémité. Il s'assit dans la poussière. Quelques insectes se promenaient sur les murs et sur le plancher. Mais surtout, il avait cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait depuis le milieu du grenier. Il observait régulièrement par-dessus son épaule avant de, finalement, remballer son matériel et quitter le grenier. En passant à côté de là où il avait eu la sensation d'être observé, il sentit un courant d'air glacial. Il sentit une terreur lente s'insinuer en lui. Cachemire apparut soudainement à l'entrée du grenier. Lucas se sentit appelé par son meilleur ami. Il se précipita alors vers lui, le prit dans ses bras et descendit les escaliers. Il sortit ensuite de la maison et partit se balader. Il prenait l'air. Il reprenait son souffle. La terreur qu'il avait ressentie ne ressemblait à rien qu'il avait jamais ressenti, comme s'il avait plongé son regard directement dans les yeux de la mort. Il ne comprenait pas ce qu'il avait vécu, mais demanda à une amie s'il pouvait dormir sur son canapé cette nuit-là. Il arriva chez elle avec son chat, et ils discutèrent de tout, puis il posa une question. Est-ce que tu crois aux fantômes ?
Elle parut surprise, mais avoua qu'elle s'y intéressait depuis longtemps. Il expliqua ce qu'il vivait dans sa nouvelle maison. Jusque tard dans la nuit, ils discutèrent de choses étranges. Puis il se coucha sur le canapé, remerciant encore une fois son ami. Le lendemain, il voulait essayer ce que son ami lui avait expliqué. Il rentra chez lui. L'ambiance y était normale. Cachemire se dirigea dans le salon tandis que, lui, se dirigeait vers le grenier. En entendant les marches grincer, Cachemire se lança à sa suite. Il l'accompagna jusqu'au grenier. La salle était sombre. Une odeur de renfermé emplit les narines de Lucas, ainsi qu'un peu de poussière. Il observait le centre du grenier alors qu'un faible rayon de lumière traversait la crasse de la fenêtre au bout de la salle, dessinant une forme étrange au sol. Il sortit son téléphone et le mit en mode caméra. Il avança lentement jusqu'au centre du grenier, sous une poutre, là où il s'était senti si mal. À nouveau, ce froid intense le déstabilisa. Il sentit une pression dans sa poitrine, alors qu'il leva son téléphone. Il voyait sur son écran rien de plus que son grenier. Il tourna lentement sur sa gauche. Un bruit de corde hantait la salle. Sur l'écran de Lucas apparut lentement 2 pieds, bleuâtres. Il retint de justesse un haut-le-cœur avant de, toujours lentement, remonter, dévoilant des jambes dans un pantalon usé. Puis, une chemise froissée, des mains grisâtres. Son cœur s'emballait alors qu'il s'approchait du visage de ce qui était là. Il leva encore une fois son téléphone et sentit son cœur battre avec une puissance incroyable avant de s'arrêter. Son visage était figé dans une expression d'horreur alors que son téléphone tombait au sol. Il bascula en arrière et s'écrasa au sol. Cachemire grimpa les marches de l'escalier. Il observa son maître par terre, puis bondit de terreur en levant la tête. Il se précipita en bas des marches et alla se cacher sous un meuble. Je ne supporte plus les grattements, les voix traînantes, les gargouillis, l'horreur de ne pas savoir ce qui nous entoure, et pourtant entendre et deviner ce qui nous attend si on sort d'ici. Nous sommes enfermés ici depuis plusieurs jours, mais ça ne cesse pas. Nous vivions sur la route depuis plusieurs semaines, depuis que le monde est tombé, depuis que les morts se sont relevés. Ces derniers temps, nous nous étions installés dans cette sorte de vieille cave à charbon que nous avions découvert à l'arrière d'une maison. Le confort n'était pas parfait, mais nous y trouvions avant tout la discrétion et une certaine sécurité dont nous avions besoin. Lors de notre fuite de notre précédent abri, Lucas s'était gravement blessé. Nous devions régulièrement changer ses pansements, mais la blessure allait probablement s'infecter. Nous devions trouver quelque chose pour le guérir. Il fallait organiser nos ressources intelligemment et éviter de les gaspiller. C'était le genre de décision difficile à prendre, mais je proposais qu'on donne une fin rapide à Lucas. Les autres étaient choqués par ma proposition, mais pour moi, il allait consommer la majorité de nos médicaments. Nous en avions plusieurs pour soigner tout le monde. S'il survivait, malgré tout, nous aurions perdu énormément de nos médicaments, de pansements, etc. Pour moi, c'était une vision globale, observer le groupe plutôt que chacun. Mais on me demanda, à la place, de participer à aider à trouver des médicaments. Là où nous étions, il y avait une zone commerciale pas très loin. Avec Lison et Théo, nous prenions des sacs à dos, nos couteaux, et je prenais le fusil de chasse que Lucas avait ramené de chez son grand-père. On savait où était la pharmacie, mais on se doutait que la zone serait pleine de morts. Il fallait faire comme on en avait l'habitude maintenant. Discrétion. Précision. En arrivant dans la zone, on a été surpris de voir assez peu d'ambulants. En silence, nous sommes alors glissés dans le centre commercial dans lequel se trouvait la pharmacie. Nous cherchions pendant quelques minutes avant de trouver ce dont nous avions besoin. Les stocks avaient été à peine entamés. C'était surprenant, mais une chance pour nous. Nous remplissions nos 3 sacs à dos et Lison proposait qu'on fasse un tour rapidement dans les magasins autour pour voir s'il y avait de la nourriture à prendre.
Je pensais que c'était risqué, mais nous y étions déjà et ça pouvait être très bénéfique sur le long terme. Alors, nous partions à la recherche des ressources. Il ne me fallut pas longtemps pour trouver des boîtes de conserve et des céréales, mais également, hélas, pour entendre des respirations. Beaucoup de respirations. Je reculais lentement en essayant de faire le moins de bruit possible quand, provenant d'un autre magasin, j'entendais Théo hurler. Il s'était retrouvé face à face avec un mort. J'entendais l'agitation autour de moi et je partais en courant vers les membres de mon groupe. Derrière moi, les voix d'outre-tombe remplissaient les rayonnages. J'entendais des boîtes tomber, des bruits de course, de chute. Je sortais du magasin en glissant sous la grille de fer et je me retrouvais à courir avec Lison et Théo hors de la galerie marchande. Nous partions en courant quand quelque chose se passa. Un mort chuta en nous poursuivant. Il atterrit dans une vitrine de magasin. L'alarme se mit à hurler et des bruits de cadavres commencèrent à résonner dans cette zone qui paraissait si calme à peine quelques minutes auparavant. Nous devions nous dépêcher de rentrer. Lucas avait besoin de nous, le groupe avait besoin de nous. Nous étions les trois les plus en forme pour ce genre d'expédition. Nous ne réfléchissions pas, nous avons couru jusqu'à l'abri sans s'arrêter. Là, nous avons pu nous installer en sécurité et distribuer ce que nous avions récolté. Tout cela, jusqu'à ce que le vieux Edgar nous demande si nous avions été suivis. Nous pensions qu'en ne nous arrêtant pas, les morts ne pourraient pas nous retrouver. J'observais alors l'extérieur et je réalisais mon erreur. Le bruit que nous avions fait avait attiré de nombreux cadavres. Ils arrivaient tous, les uns après les autres, attirant toujours de nouveaux cadavres. La zone était envahie. Nous étions enfermés dans cette cave à charbon. C'était il y a 6 jours. Maintenant, les morts savent où nous sommes. Ils forcent la porte, la frappent, essayent de rentrer. Ils nous sentent. Nous sommes 7. Le fusil a 5 cartouches. Je ferai en sorte que ça se finisse rapidement pour eux. Je marchais depuis je ne sais combien de temps sur ce long chemin inconnu, entre forêts et plaines herbeuses. Le sol était couvert de terre et de cailloux. Ça et là, je passais à côté de maisons en ruine que le temps avait recouvert de verre. Le bois pourri s'ouvrait, dévoilant les restes brisés de ce qui avait été autrefois un foyer. Suivant ce chemin, je sentais mon visage mordu par le froid. Je posais mes mains sur mes joues en essayant de les réchauffer légèrement. En arrivant proche d'une rivière, je vis une silhouette à cheval. Elle était vêtue d'un long drap blanc. Une corde était nouée autour de son cou, dessinant la forme de sa tête. « Qui es-tu » demandai-je. « Suis le chemin, » répondit-il. « Quel chemin ?» À peine avais-je fini ma question qu'il partit au galop, disparaissant au loin sans me donner plus de réponse. Perturbé par cette rencontre, je poursuivais ma route alors que je sentais quelques gouttes lentement me tomber dessus. J'observais le ciel et ses nuages grisâtres que le vent essayait vainement de pousser au loin. J'accélérais ma marche, essayant de trouver un endroit où m'abriter le plus vite possible. Mes pas dans les flaques arrosaient mon pantalon. Je commençais à grelotter alors que la pluie s'intensifiait encore. Je vis alors une silhouette un peu plus loin sur la route, tenant un parapluie ouvert au-dessus d'elle. Je rejoignais la silhouette. C'était un homme immobile, vêtu de noir avec un pantalon ample, une veste fine, de longs cheveux noirs tombant devant son visage. Il ne me jeta pas un seul regard, mais en arrivant à sa hauteur, il me couvrit avec son parapluie et marcha avec moi. Je le remerciai et tentai une blague sur le temps qu'il faisait, mais il resta silencieux. Nous marchions côte à côte sur le chemin devenant boueux. Je lui demandai s'il m'attendait là où il était. Il ne répondit pas. Après quelques autres tentatives de discussion sans succès, la pluie cessa. L'homme se stoppa et enfin me dit quelque chose. « Ne crois pas tes yeux, » dit-il l'air sombre. « Pardon ?»« Suis le chemin, » ajouta-t-il. Je me retournai, mais il n'y avait personne. J'étais seul sur la route.
Je ne comprenais toujours pas ce qui m'entourait. Alors, je faisais ce que je savais faire. J'avançais sur le chemin. Les nuages restaient dans le ciel. Le soleil essayait de les percer avec ses rayons, donnant une lumière étrange, légèrement jaunâtre. Je poursuivis ma marche pendant de longues minutes, quand, arrivé en haut d'une colline, je découvrais un village en contrebas. D'où j'étais, je voyais plusieurs maisons abîmées, une église au clocher effondré et quelques personnes passant d'un bâtiment à l'autre. Puis au loin, je vis le cavalier vêtu de blanc. Il semblait m'observer. Je me remis en marche, rejoignant le village. Le silence qui y régnait était irréel. J'avais la sensation de ne pas être à ma place. Les maisons avaient l'air verdâtres. Il y avait de l'eau croupie dans chaque creux dans le sol. Des insectes voletaient partout autour. Je me dirigeais sans vraiment comprendre pourquoi dans cette église. Mon éducation probablement me fit penser à quelque chose de rassurant dans cette silhouette reconnaissable. Je passais alors les portes de ce lieu saint, et je découvrais un lieu ravagé. Les bancs étaient retournés, les symboles étaient à terre, tandis qu'une pieuvre géante était accrochée au mur. Ses yeux brillaient d'une lumière verte intense. Je m'approchai un peu, dégoûté par cette apparence gluante et flasque, quand je vis un tentacule se relever. Je plongeai alors mon regard dans celui de la chose, et alors qu'elle ne parlait pas, je comprenais qu'elle me parlait. Elle me révélait des secrets que l'homme ne pouvait imaginer, des secrets que l'homme ne saurait contempler sans perdre l'esprit. Je reprenais conscience, allongé, au milieu de l'église. Je me relevai à la hâte et me précipitai hors du bâtiment. En passant les portes, un parapluie vola juste devant moi. J'observais autour de moi. Plusieurs hommes s'étaient rassemblés et chantaient quelque chose que je ne comprenais pas. Je leur demandai de me laisser partir, mais ils saisirent mes bras et mes jambes, me forçant à rentrer de nouveau dans l'église. Je vis alors dans la rue le cavalier, passant, m'observant. Les portes de l'église se refermèrent et les hommes me jetèrent au sol. Je sentis alors des tentacules m'attraper. Je hurlais de peur tandis que les hommes continuaient leur chant. Puis, je sentis une force psychique entrer et lentement remplacer mon esprit. Quand je suis retombé au sol, je n'étais plus maître de mon corps. Un soir, en rentrant chez moi, je passais devant une petite boutique que je n'avais jamais remarquée. Elle s'appelait « Secret d'ailleurs ». Et sa vitrine ne montrait pas grand-chose à part de vieux livres poussiéreux et des statuettes. Mais, aimant les vieux livres poussiéreux et les statuettes, je me risquais à rentrer dedans, histoire de jeter un petit coup d'œil et peut-être faire une belle découverte à l'intérieur. Derrière la caisse se trouvait une vieille femme. Je n'aurais pas su dire exactement quelles étaient ses origines, mais elle semblait tout regarder avec un recul incroyable. Elle semblait avoir conscience de choses bien plus importantes que nos petites vies organisées ici. Après avoir flâné quelques instants dans la boutique, observant les grimoires, les biographies de noms qui me sont totalement inconnus et des statuettes qui me faisaient frissonner juste à les regarder, je commençais à réfléchir à rentrer chez moi quand la femme m'appela. Elle agissait comme si elle me connaissait. Je la rejoignai alors et elle commença à me parler de mon manque de sommeil. Sur le coup, je me suis dit que mes cernes devaient être horribles pour qu'une inconnue décide de m'en parler, mais elle m'assura qu'elle avait senti, se dégageant de moi, une aura particulière. Elle m'expliqua que mon corps ne voulait plus dormir, car quelque chose s'était immiscé en moi et me forçait à faire des cauchemars. J'avouai que, quand je dormais depuis quelque temps, je ne faisais que des cauchemars. Elle m'expliqua alors qu'elle avait un livre qui forçait l'esprit à faire de beaux rêves. Il suffisait juste de lire le livre et d'imaginer, avant de dormir, une fenêtre à travers laquelle la lumière rentrait. Je sentais l'arnaque. Je lui demandai alors le prix du livre. 15 €.
Je pensais qu'un livre avec des pouvoirs magiques dans ce genre serait à 200-300 €, donc je me suis dit que c'était n'importe quoi. Mais je suis trop timide pour, après avoir demandé le prix, partir sans l'acheter. Alors je l'ai acheté. En rentrant chez moi, je me suis dit que, l'ayant acheté, je pouvais au moins essayer de le lire, question de ne pas avoir acheté quelque chose pour rien. Et avec un peu de chance, le livre est ennuyeux à mourir, et je vais m'endormir rapidement en le lisant. Je m'installe alors dans le canapé et commence à le bouquiner. Les tournures de phrases sont étranges, certains passages sont dans des langues que je ne reconnais même pas, j'imagine que ça doit être des langues slaves, mais je ne suis pas certain. Le temps avance, je commençais à m'endormir, alors je me couchais et j'imaginais une fenêtre par laquelle la lumière rentrait. Cette nuit-là, je faisais un rêve doux et apaisant. J'étais dans un chalet, tout était rassurant, beau, agréable. Je me reposais enfin, après des semaines de cauchemars. Quelle joie! La seule ombre dans ce rêve fut juste avant que je me réveille. Je ne sais pas ce qui a causé cela, mais 3 énormes coups ont résonné contre la porte d'entrée du chalet. Je n'ai pas eu le temps de vérifier que je me réveillais tranquillement. Allongé dans mon lit, je réalisais que, pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'avais bien dormi. C'était inimaginable. Je regardais alors le livre sur ma table de chevet. Était-ce grâce à ce livre? Difficile de le croire, mais la coïncidence était intéressante tout de même. Je partais faire ma journée de travail normalement, et en rentrant, je voulais repasser par la boutique. Mais je n'arrivais pas à la retrouver. Je fouillais le quartier, j'essayais de me souvenir d'où elle était, mais impossible de la retrouver. C'était comme si elle n'avait jamais été là. En rentrant chez moi, je décidai de me replonger dans le livre. À peine étais-je rentré chez moi que je m'installais dans mon lit, le livre dans les mains et ma lecture reprenait. Je ne comprenais toujours pas grand-chose, mais les lignes se suivaient comme si le livre parlait à mon subconscient, et j'avançais jusqu'à ce que j'imagine une fenêtre lumineuse et que je m'endorme. Encore une fois, le chalet, le soleil, le calme et la douceur, mais alors une ombre passe sur la maison et 3 coups résonnent à la porte. Je me réveille brusquement. Je me calme rapidement, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de repos. Je prends le livre et je reprends ma lecture. Je m'accroche à sa couverture, mes yeux fatigués, mon corps faible, mais je lis jusqu'à ce que le sommeil me prenne dans ses bras. Cette fois, je ne suis plus dans un chalet lumineux et agréable. Je suis dans l'obscurité. Je baigne dans un liquide poisseux. J'entends des hurlements autour de moi, des appels à l'aide. Je regarde tout autour, mais il n'y a aucune source de lumière. Je ne sens rien. C'était comme si mon corps était engourdi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pendant combien de temps je reste là. Finalement, un peu de lumière éclaire les environs. Je baigne dans une sorte d'encre. En levant les yeux, je vois comme des lignes au-dessus de moi. Puis, je comprends. Au-dessus de moi, je voyais un visage. Celui de la femme qui m'avait vendu le livre. Les lignes au-dessus de moi étaient faites de mots. Les mots du livre. J'étais prisonnier du livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.